le demande donc d'ouvrir la première séance de cette société que vous avez tous contribué à créer par votre soutien depuis les premières initiatives en décembre à Florence, les moments fondateurs au mois de janvier à Paris, à la Sorbonne même, et puis tout cet accompagnement qui a permis au site qui nous rassemble tous. Je le rappelle encore une fois pour que le mot circule, hein, www.dantesque.fr, c'est le lien rapide, créateur, qui nous unit et qui nous permet de présenter les initiatives de nos collaborateurs, de nos soci, de tous ceux qui sont impliqués dans cette vie dantesque dont nous avons pris la charge. Les découvertes ont été nombreuses jusqu'ici, mais elles étaient donc médiatisées par l'informatique. Aujourd'hui, il y a cette présence partagée. Nous sommes ensemble pour porter le message de Dante à un degré d'incandescence et de limpidité qui sont nos deux devoirs. C'est pourquoi je remercie l'orateur que le professeur Porot va tout de suite présenter dans son œuvre, mais je le remercie pour cette lumineuse trouvaille dantesque de la lumière gracieuse, parce que précisément, nous avons un dessein de raison, et vivre, c'est utiliser la raison, hein, usare ragione, et nous devons porter cette tâche de la raison avec cette grâce qui implique les trois règnes, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Vision proprement insensée, immense, qui nous subjugue tous, mais qui est la condition d'une dantologie que j'appellerais volontiers radicale, si après l'aristotélisme radical, vous acceptez que nous parlions d'une dantologie radicale. En tous les cas, double portée de notre action, et qui ne peut se faire sans votre collaboration qui est, pour cette première séance, bien fournie et véritablement alignée dans une cordialité manifeste. C'est un espace étroit, cet amphithéâtre, mais c'est un espace, on pourrait dire, de séminaire. Et nous allons donc procéder en deux temps, si notre orateur en est d'accord. Il va prendre la parole pendant 55 minutes à peu près, présentant donc la construction qu'il a méditée pour nous sur la base des documents qui ont été distribués. Et puis ensuite, il y aura un débat qui sera soutenu par Pasquale Porot, qui maintenant va prendre la parole. Pasquale Porot qui a travaillé avec Rudy Imbach pendant de nombreuses années et qui peut présenter l'ampleur de son œuvre. Donc, encore une fois, merci. Je suis sûr que commence une histoire très singulière. Comme je l'ai dit déjà au mois de janvier, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'elle dure au-delà de nous. C'est-à-dire que nous ne soyons que des lucifères, en somme, passant une lumière qui doit aller par-delà les millénaires. Donc, à vous, Pasquale. Merci. Simplement un petit mot d'introduction, parce que je sais que mon collègue et ami Rudy Imbach n'aime pas trop les formalités, et surtout parce qu'il n'a pas besoin de présentation ici à Paris-Sorbonne. Paris-Sorbonne était et reste au moins dans nos esprits sa maison, et surtout, Rudy Imbach n'a pas besoin de présentation en tant que spécialiste de Dante. Donc on pouvait évidemment citer plusieurs choses, mais à côté de nombreux articles, je me limite à rappeler seulement de grands travaux, surtout l'édition bilingue allemande des œuvres de Dante et les volumes Dante et la philosophie et les laïcs, qui est très bien connu par tous les spécialistes de Dante et surtout par les spécialistes qui sont intéressés en particulier à la philosophie de Dante. Je voudrais simplement ajouter, pour ne pas prendre trop de temps, que Rudy Imbach est surtout à l'origine d'un nouveau intérêt philosophique pour les textes de Dante, et non seulement en France, en Suisse, en Allemagne, mais aussi en Italie et dans les autres pays. Donc c'est pour moi vraiment un plaisir, un honneur de lui donner la parole. Merci beaucoup. Je remercie Pasquale
et Bruno Pinchard pour cette introduction. Je me permettrai de dire que vous prenez un certain risque en faisant parler un enfant des paysages alpestres suisses où l'on parle un dialecte alémanique rustique et primitif qui ne connaît ni la philosophie ni la poésie, de faire parler une telle personne ce soir dans la langue de Molière sur le plus grand poète italien. Dans son Didascalicon, Hugues de Saint-Victor se plaint de certains professeurs qui passent beaucoup de temps à expliquer le titre de leur travail, le titre de leur cours et de leur ouvrage. Malgré cet avertissement, il me faut tout de même commencer par une explication du titre de ma conférence ce soir, Gratiosum Lumen Rationis, la gracieuse lumière de la raison. Si je ne me trompe pas, Dante lui-même a forgé ce beau syntagme qui, j'en suis intimement convaincu, résume un aspect réellement fondamental de sa pensée et de sa philosophie. Il s'agit d'une expression que nous lisons au 18e chapitre du premier livre du traité De Vulgari Eloquentia. On se souvient du contexte dans lequel Dante se sert de ce syntagme magnifique. Il s'agit du chapitre de son ouvrage où il s'efforce d'expliquer l'épithète curiale du vulgaire illustre. Dans un premier temps, Dante explique la signification de cet adjectif en précisant, je cite, « À bon droit, le vulgaire illustre doit être appelé curial parce que la curialité n'est rien d'autre qu'une règle bien pondérée de ce qui doit être fait. » Il est manifeste que cette description de la curialitas comme règle pondérée de l'action humaine renvoie au chapitre 16 du même traité où il était largement question de la mesure. Cependant, Dante introduit ici une objection. Comment parler en Italie d'une curia, d'une cour ? Je cite, « Mais dire qu'il a été pesé dans la plus excellente cour des Italiens semble être un non-sens, puisque nous n'avons pas de cour. » La réponse à cette objection est des plus intéressantes, car c'est dans ce contexte que Dante introduit le syntagme qui nous intéresse. Votre texte 1. Je ne vais parler qu'en français, mais vous avez tous les textes originaux dans votre exemplaire. La réponse est facile. En effet, même s'il n'existe pas en Italie de cour au sens d'une cour unifiée, telle la cour du roi d'Allemagne, ses membres cependant ne manquent pas. Et comme les membres de cette cour-ci sont unifiés par un prince unique, ainsi les membres de celle-là sont unifiés par la gracieuse lumière de la raison. À l'existence factuelle et réelle d'une cour italienne sous la direction d'un roi ou d'un prince, Dante oppose l'union des membres qui forment l'Italie par la gracieuse lumière de la raison. Nous pourrions aussi traduire par la généreuse, l'aimable, la bienfaisante lumière de la raison ou la raison dispensatrice de la grâce, comme le suggère Enrico Fenzi dans sa nouvelle édition du traité De Vulgari Eloquentia. Dans tous les cas, la traduction proposée par Mirko Tavoni dans son édition récente par Divino Lume della Ragione mériterait un commentaire. Et de fait, Tavoni, dans sa très longue note où il analyse les interprétations controversées du passage, au fond rejoint la proposition d'Alessandro Passerin d'Entrèves affirmant que la concezione di una regola eorum que per agenda sunt ha un rapporto diretto con l'idea del gratiosum lumen rationis.
Et Avoni ajoute, à juste titre, qu'il s'agit d'un syntagma forte che sintetizza la razionalità autonoma. Si cette interprétation est légitime, ou pour le moins acceptable, et la simple lettre du texte y invite, il est correct de faire un pas de plus et, en isolant le syntagme du contexte précis du traité sur la langue vulgaire, nous pouvons considérer l'expression gratiosum lumen rationis comme une formule qui, de manière fort élégante et suggestive, résume une idée fondamentale de la pensée de Dante, à savoir qu'elle nous révèle sa manière d'évaluer et d'apprécier le rôle et la fonction de la raison humaine. Et nous pouvons dès lors, immédiatement et sans trop d'hésitation, établir un lien entre ce syntagme et un passage programmatique du Convivio, votre texte 2. Et ce regard de la Dame Philosophie seulement s'acquiert la perfection humaine, à savoir la perfection de la raison dont dépend toute notre essence comme de sa partie principale. Encore plus explicite est un second passage du Convivio, votre texte 3, l'âme qui réunit toutes ses puissances et qui de toutes les âmes est la plus parfaite, est l'âme humaine qui, de par sa noblesse de l'ultime puissance, c'est-à-dire de la raison, participe de la nature divine en guise d'éternelle intelligence. Car l'âme, en cette souveraine puissance, est si ennoblie et dénuée de matière que la divine lumière y rayonne comme en l'ange. Aussi, l'homme est-il appelé par les philosophes un animal divin. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici que les termes ratio et ragione chez Dante et dans la tradition scolastique possèdent une multitude de significations. On peut toutefois résumer les deux principales en invoquant un bref texte de Thomas d'Aquin qui met en évidence la puissance cognitive d'un côté et l'argumentation et le concept de l'autre côté. Votre texte 4. Il faut savoir que l'on peut entendre le terme ratio de deux manières. Parfois, en effet, la raison est appelée ce qui est dans celui qui raisonne, à savoir l'acte de la raison, ou encore la faculté qu'est la raison. Parfois, en revanche, raison est un nom d'une intention, soit qu'il signifie la définition d'une chose, pour autant que la raison est la définition, soit pour autant que l'argumentation est dite raison. On ne peut cependant prononcer notre syntagme sans penser, bien entendu, à l'admirable passage du 5e chant de l'enfer, où est relatée la manière dont Francesca s'adresse à Dante en disant « O animal grazioso e benigno ». En ce qui concerne l'expression « lumen rationis », qui est une partie de notre syntagme, il s'agit bien entendu d'un terme technique qui, pour le dire rapidement, est ce par quoi, selon les termes de Thomas que Dante partagerait, ce par quoi nous discernons le bien et le mal, ou ce par quoi nous connaissons les principes. Per quod principia cognoscimus ex quibus oritur scientiae certitudo. Ce par quoi nous connaissons les principes qui sont l'origine de la certitude de la science. Nous pouvons donc conclure que lorsque Dante évoque la gracieuse lumière de la raison, il vise l'activité et le rayonnement de cette partie de l'âme humaine qui, selon ses propres termes, participe de la nature divine, qui éclaire à la fois l'agir et la pensée de l'homme, qui illumine les choses humaines. Mais comment peut-on, de manière plus concrète, décrire cette sorte d'illumination qui émane de la raison? Il faut ici distinguer différents aspects et diverses dimensions. Je voudrais, dans la suite, présenter 4 dimensions
4 aspects. Un premier aspect que je voudrais souligner concerne les principes philosophiques qui constituent précisément la lumière de la raison. Il convient de préciser ici que dans le langage philosophique de Dante, principio et principium possèdent principalement 4 significations. Si, comme par exemple dans le long discours de Béatrice au début du Paradiso, ce terme désigne Dieu, dans d'autres passages, il vise les principi delle cose naturale, les principes des choses naturelles. Ou encore, il désigne simplement l'origine tout court. Mais Dante connaît évidemment la signification de principe comme proposition première et fondamentale, comme l'atteste le passage suivant, extrait de la Monarchia. Votre texte 4 bis. Puisque toute vérité qui n'est pas un principe est démontrée grâce à la vérité d'un principe, il convient dans n'importe quelle enquête d'avoir connaissance du principe auquel avoir recours de manière analytique afin d'établir avec certitude toutes les propositions qui en découleront. Ce passage, qui nous montre un aspect du Dante scolastique, résume, bien entendu, une doctrine aristotélicienne selon laquelle toute connaissance scientifique repose sur des propositions premières et évidentes, doctrine clairement exprimée dans les analytiques postérieures, votre texte 5. Comme nous le savons bien, les 3 livres de la monarchie sont construits selon ces règles argumentatives d'Aristote, puisque, au début de chacune des parties, Dante établit d'abord le principe sur lequel reposera l'ensemble des preuves censées répondre à l'interrogation. On peut, à titre d'exemple, rappeler le début de l'argumentation du livre 3, votre texte 6. Pour discuter cette question, il faut déterminer, comme on l'a fait dans les livres précédents, un principe essentiel en vertu duquel seront formés les arguments nécessaires à la découverte de la vérité. En effet, sans ce principe établi à l'avance, à quoi bon se donner de la peine, même pour dire des choses vraies, puisque seul le principe est la racine des moyens termes du syllogisme. Le recours au principe ne s'impose pas seulement pour la démarche argumentative sous forme de preuve, mais, comme l'enseignait déjà Aristote, la reconnaissance de certains principes, et en particulier du principe de non-contradiction, est une condition indispensable pour toute discussion. Un intéressant passage du 4e traité du Convivio critique des interlocuteurs qui ne respectent pas cette base de discussion. Comme Aristote, Dante pense qu'il ne vaille pas la peine de discuter avec eux. De ces gens-là, le philosophe dit qu'il ne faut avoir ni cure ni affaire avec eux, disant au premier livre de la physique qu'il ne convient pas de disputer contre celui qui nie les principes. Il est instructif de rappeler dans ce contexte que Dante parfois oppose les principes de la foi chrétienne à celles de la philosophie, comme dans un passage de la Monarchia où le philosophe distingue clairement une démarche qui s'appuie sur la foi et une argumentation de la raison. Votre texte 8. Jusqu'à présent, ce propos est rendu évident par des arguments reposant pour l'essentiel sur des principes rationnels, mais dorénavant, la démonstration doit être fondée sur des principes de la foi chrétienne. Je voudrais à présent, dans une deuxième étape, exposer quelques cas où Dante se réfère à des principes d'ordre philosophique, exemples qui montrent de quelle manière la gracieuse lumière de la raison éclaire et fonde sa démarche. Or, ce qui me paraît significatif et digne d'intérêt n'est pas le fait que Dante
comme tous ses contemporains universitaires, se servent constamment de sentences philosophiques possédant une valeur d'évidence, mais je voudrais insister sur la grande liberté avec laquelle Dante se sert de ces principes dans son argumentation. Les auteurs médiévaux ont hérité d'Aristote le paradigme de la causalité qui, provenant du monde de l'artisanat, a été transposé dans la philosophie de la nature et la métaphysique. Parmi les adages concernant le rapport entre cause et effet, certains soulignent la distance entre les deux termes. Thomas, comme représentant de la tradition, a exprimé la spécificité de cette relation sous l'angle de la distance, de l'excès ou du dépassement, comme l'attestent les textes du document 11 dans votre exemplier. Il est intéressant de remarquer l'usage que Dante fait de cette conception de la causalité. Dans un premier exemple, Dante utilise l'adage que l'effet ne peut dépasser la cause dans un contexte politique. Au chapitre 6 du 2e livre de la Monarchia, il articule le projet général de cette partie, à savoir la démonstration de la légitimité et de la suprématie de l'Empire romain. Or, il exprime ce projet sous la forme d'un syllogisme dont la première prémisse affirme que ce qui est prescrit par la nature doit être protégé par le droit. La deuxième prémisse dit que l'Empire romain est institué par la nature. Donc, peut-on conclure, la domination du monde par l'Empire est de iure. Si nous analysons maintenant l'explication de la première prémisse, nous constatons que Dante se réfère à notre adage pour faire comprendre que la providence naturelle ou la nature n'est pas inférieure à celle de l'homme, sinon il existerait un effet qui dépasse la cause. Votre texte 10. Et ce que la nature a ordonné, on le garde de iure. En effet, la providence de la nature n'est pas inférieure à celle de l'homme, car si tel était le cas, l'effet dépasserait en bonté sa cause, ce qui est impossible. Philosophiquement parlant, le second usage de l'adage que je voudrais évoquer est encore plus instructif. Cette fois, Dante transpose le rapport cause-effet à la relation qui existe entre l'homme et le langage. Au chapitre 9 du premier livre du De Vulgari Eloquentia, il conclut que le langage, comme effet de l'homme, est nécessairement variable. Votre texte 10. Nous disons donc que nul effet, en tant qu'il est effet, ne dépasse sa propre cause, puisque nulle chose ne peut produire ce qu'elle n'est pas, puisque toute langue qui est nôtre, mis à part celle qui fut concréée par Dieu pour le premier homme, a été refaite selon notre bon plaisir, après la confusion qui ne fut rien d'autre que l'oubli du parler précédent. Et puisque l'homme est l'animal le plus instable et le plus enclin à la variation, animal instabilissimum atque variabilissimum, aucun parler ne peut être durable et permanent, mais il faut bien qu'il varie comme tout ce qui est nôtre, par exemple les mœurs et les coutumes selon l'éloignement dans l'espace et le temps. Il suffirait d'un texte comme celui-ci pour montrer que Dante est un philosophe de métier. Il faut rappeler le contexte de ce passage pour en mesurer l'extraordinaire importance et la grande portée à la fois historique et philosophique. Dans les chapitres précédents, Dante vient de rappeler et d'interpréter la construction de la tour de Babel et la confusion du langage qui en résulte. Déjà la manière
dont il a interprété cet épisode biblique ne manque pas d'originalité, mais ce qu'il tente au chapitre 9 est tout à fait exceptionnel. Le préambule de ce chapitre nous instruit que Dante est conscient de se mouvoir maintenant sur un terrain nouveau. Votre texte 12. Il nous faut maintenant mettre à l'épreuve ce que nous possédons de raison. Nous qui voulons mener une recherche pour laquelle nous ne pouvons nous appuyer sur l'autorité de personne, à savoir quelle variation a connu l'idiome qui, à l'origine, était un et identique. Le passage indique bien le thème. Dante soulève une nouvelle fois, après l'explication mythique et biblique, la question de la multiplication des langues. Mais cette fois, il s'agit de trouver une argumentation rationnelle. Et il se trouve sur un terrain inexploré pour lequel, dit-il, aucune autorité ne peut apporter de l'aide. Après avoir traité des 3 idiomes romans, il s'agit de trouver une raison, un fondement rationnel des différences et des variétés des langues. Et c'est à ce moment-là que Dante introduit l'argument que nous avons cité. Or, il introduit une argumentation anthropologique en disant que l'homme est un être qui est soumis au changement. L'homme est un être historique. Tout ce qui est nôtre, alia que nostra sunt, les choses humaines sont nécessairement soumises aux variations qui proviennent du temps et des distances du lieu. En quelques traits, Dante propose une explication exclusivement rationnelle de ce que le récit biblique présente comme une punition divine. Un deuxième exemple de cet usage très libre des principes philosophiques est probablement encore plus parlant. Il montre la manière dont Dante se sert des principes philosophiques. Il hérite de la conception aristotélicienne de la nature et du paradigme téléologique qu'elle véhicule. Ce paradigme implique une parfaite adéquation entre la fin et les moyens par lesquels il faut atteindre cette fin. On trouve dans l'œuvre d'Aristote de nombreuses expressions de cette doctrine. On peut citer ici 2 formulations célèbres, votre texte 13. Deus et natura nihil faciunt frustra. Ou encore, natura nihil facit frustra, unde non deficit in necessaris, nec abundat in superfluis. Dante se sert de ce principe pour démontrer 2 thèses philosophiques les plus originales et des plus caractéristiques. Lorsqu'il entreprend, au 3e chapitre du premier livre de la Monarchia, de préciser quelle est l'action propre de l'homme, celle qui le distingue de tous les autres êtres, à savoir l'intellection par l'intellect possible, le Florentin commence toute cette argumentation capitale qui culminera dans la thèse que tous les hommes doivent collaborer pour actualiser l'intellect possible. Il commence cette argumentation en se référant à l'idée que Dieu et la nature ne font rien en vain. Texte 14. À ce propos, il faut d'abord savoir que Dieu ni la nature ne fait rien en vain. Tout ce qui l'amène à l'être est amené en vue d'une certaine opération. En effet, dans l'intention du Créateur en tant que telle, ce n'est jamais une essence qui crée, qui est la fin ultime, mais l'opération propre de l'essence. Il s'ensuit que ce n'est pas l'opération qui est en vue de l'essence, mais l'essence existe en vue de l'opération. Grâce à l'adage aristotélicien, Dante ne postule pas seulement un dynamisme ontologique universel, mais encore, je l'ai déjà rappelé, la nécessité
d'une opération propre et spécifique du genre humain. Tout aussi fascinant est l'autre utilisation de l'adage que je voudrais mettre en évidence. Comme on sait, Dante veut montrer au début du traité sur l'éloquence en vulgaire que l'homme seul parle. C'est une nouvelle fois sur la thèse que la nature et Dieu ne font rien en vain que repose l'argumentation. Votre texte 15. Celui qui est notre premier vrai parler, je dis pas nôtre au sens où il y aurait un parler autre que celui de l'homme. À l'homme seul, parmi tous les êtres, il fut en effet donné de parler, puisqu'à lui seul cela fut nécessaire. Ni aux anges, ni aux animaux inférieurs, parler ne fut nécessaire. Cela leur aurait été donné en vain, ce que, indubitablement, la nature a horreur de faire. Le principe d'économie, que l'on a tort appelé le rasoir d'Occam, est directement lié à cette vision d'un ordre naturel, rigoureusement rationnel, où tout a sa place et rien n'est superflu. Dante se sert de ce principe exprimé dans la physique 188 à 17 à 18, Melius est ponere principia finita quam infinita. Dante se sert de ce principe dans la monarchie pour confirmer sa thèse principale du premier livre, à savoir la nécessité d'une monarchie universelle. Je cite le texte 16. « Et ce qui peut être fait par un seul, il vaut mieux que cela soit fait par un seul que par plusieurs. On le démontre ainsi. Soit un principe A, par l'action duquel une chose peut être faite, soit plusieurs par l'action desquels semblablement cette chose peut être faite, A et B. Si donc la même chose qui peut être faite par A et B ensemble peut être faite par A seulement, il est inutile d'ajouter B, car cet ajout ne produit rien dès lors que cette même chose était réalisée auparavant par A seul. Les indications qui précèdent fournissent des exemples qui montrent de manière assez convaincante, patente, comment la gracieuse lumière de la raison permet à Dante d'articuler ses thèses originales et quel est le contenu de cette lumière. Il faut à présent, dans un troisième moment, dire un mot sur deux dimensions spécifiques de cette raison dont la lumière est si bienfaisante. Dans la suite de la tradition aristotélicienne, Dante adhère à l'idée que l'homme désire naturellement connaître. Dans un très bel ouvrage, Paolo Falzone a déployé toutes les facettes de cette doctrine qui traverse l'ensemble des œuvres philosophiques de Dante. Pour ma part, je voudrais, en relation avec le thème qui nous préoccupe ce soir, insister sur l'interprétation particulière que Dante propose de la finitude de la raison humaine et des conséquences qu'il en tire. J'ai appelé ailleurs la conception de Dante une troisième voie entre le thomisme et l'optimisme philosophique des Arciens. Dante peut développer sa conception par le moyen d'une réflexion sur le désir de l'homme. Comme bien d'autres avant lui, Dante se rend compte que certains objets de la connaissance sont d'un accès difficile pour l'homme, le texte 17, où il faut savoir que d'une certaine manière, ces choses aveuglent notre intellect, dans la mesure où certaines choses affirment l'existence des choses que notre intellect ne peut pas regarder, à savoir Dieu,
l'éternité et la matière première. De ces choses, on voit avec une grande certitude et avec toute la foi qu'elles existent, mais nous ne pouvons pas saisir leur essence. On ne peut s'approcher de leur connaissance que par la négation et non pas autrement. Dante est alors en face d'une véritable aporie. Texte 18. En vérité, certains peuvent ici grandement douter qu'il soit possible que la sagesse rende l'homme heureux, alors qu'elle ne peut lui montrer parfaitement certaines choses, étant donné que l'homme éprouve naturellement le désir de savoir certaines choses et que, ne pouvant satisfaire son désir, il ne peut être heureux. La solution que le Florentin propose doit tenir compte à la fois du principe déjà rappelé qu'aucun désir naturel peut être vain et en même temps que les capacités de l'intellect humain sont limitées. Si nous voulons reconstruire la réponse à cette difficulté majeure, nous pouvons dire que Dante propose deux voies. La première réponse est développée dans le banquet et consiste à dire que l'homme ne désire pas naturellement connaître Dieu et les autres objets qui aveuglent l'intellect. Le désir de la raison humaine est limité. Votre texte 19. À quoi on peut clairement répondre qu'en chaque chose, le désir naturel est mesuré selon la possibilité de celui qui désire. Autrement, il se contredirait lui-même, ce qui est impossible, et la nature l'aurait fait en vain, ce qui est aussi impossible. Ce qui est tout à fait remarquable, à mon avis, est que Dante n'hésite pas du tout de tirer la conclusion que, primo, l'homme ne désire pas connaître ce qu'il ne peut connaître par ses propres forces, et secundo, que par conséquent, la philosophie première n'est pas la métaphysique, mais la philosophie pratique, ce que j'ai appelé ailleurs le primat dantesque de la raison pratique. Votre texte 20. Aussi, étant donné qu'il n'est pas possible à notre nature de connaître Dieu, ni ce que sont certaines choses, nous ne désirons pas naturellement le savoir. Ainsi, le doute est résolu. La deuxième réponse à la difficulté que pose la finitude de l'humaine raison, Dante la propose au chapitre 3 du premier livre de la Monarchia, lorsqu'il explique que l'actualisation de l'intellect possible n'est concevable que par la multitude des hommes et que, par conséquent, la tâche immense, infinie de la connaissance exige la collaboration de tous les hommes. Votre texte 21. Et puisque cette puissance potentia ne saurait être ni entièrement ni simultanément mise en acte par un seul homme ou par une des communautés que nous avons distinguées plus haut, il s'avère donc nécessaire qu'il y ait dans le genre humain une multitude par laquelle toute cette puissance soit mise en acte. On pourrait ici affirmer que Dante, d'une manière tout à fait originale, pense la double détermination aristotélicienne de l'homme comme animal rationnel et politique dans la mesure où il propose une réalisation plénière de la dimension rationnelle de l'homme dans la communauté. Comme l'a bien montré Irène Rozier-Katache dans sa belle étude sur Civilitas, la citoyenneté universelle de l'homme comporte diverses dimensions,
mais il est certain que Dante accepte pleinement la thèse de Rémy de Florence, le dominicain à Santa Maria Novella, qui affirme que l'appartenance à la civitas est essentielle pour l'homme, car, selon le dominicain florentin, votre texte 22, si non est civis, non est homo. Et s'il n'est pas un citoyen, il n'est pas un homme, car l'homme est naturellement un animal civil, selon le philosophe. Lorsque Dante rencontre au 8e chant du Paradiso Charles Martel, un dialogue de la plus haute importance se développe entre les deux, durant lequel Dante rappelle le principe de la providence naturelle qui assure tout ce qui est nécessaire. Et après ce rappel métaphysique, Charles pose une question à Dante, une question qui implique non seulement que l'homme est un animal politique et social, mais encore qu'il ne peut s'épanouir dans son humanité que dans une société. S'il n'est pas citoyen, il n'est pas homme. Votre texte 23. Ond'egli ancora, ordi, sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse cive. Sì, risposi io, e qui ragion non ceccio. Dante n'a pas besoin d'une argumentation pour connaître la réponse à la question du prince angevin. Mais nous pouvons dégager encore une conclusion de plus concernant la dimension sociale de la raison. Par elle, l'homme est cosmopolite. C'est elle qui fonde l'unité de l'humanité. Dans un passage remarquable du traité De Vulgari Eloquentia, passage qui combine un rappel autobiographique avec une réflexion sur la puissance libératrice des études, Dante explique que l'homme, s'il raisonne, c'est-à-dire s'il s'accorde aux arguments rationnels, s'il accorde aux arguments rationnels le poids qu'ils méritent, est capable de dépasser les particularismes qui séparent les hommes, est capable de rejoindre la perspective universelle de la raison humaine. Votre texte 24. Il est un peu long, mais il est tellement magnifique que je me permets de le lire en entier. Mais nous, pour qui le monde est la patrie comme la mer aux poissons, qui avons bu l'eau de l'Arno avant même d'avoir des dents, et qui aimons Florence au point de souffrir injustement l'exil pour l'avoir aimée, nous ferons pencher les plateaux de notre jugement plutôt du côté de la raison que du côté des sens. Et bien qu'il n'existe sur terre aucun lieu plus propice à notre plaisir ou à l'assouvissement de notre sensibilité que Florence, nous considérons et nous jugeons avec la plus grande fermeté, après avoir lu et relu les livres des poètes et des autres écrivains où le monde est décrit dans son entier et son détail, après avoir considéré en nous-mêmes les différentes positions des localités du monde et leurs relations aux deux pôles et à l'équateur, qu'il y a de nombreuses régions et villes plus nobles et plus délicieuses que la Toscane et Florence, dont nous sommes originaires et citoyens, et qu'il existe de nombreuses nations et peuples qui utilisent une langue plus délectable et plus utile que ne le font les Italiens. Je voudrais terminer mon parcours en évoquant une quatrième perspective pour montrer l'étonnante fécondité de la démonstration syllogistique dans l'œuvre de Dante. Je voudrais m'arrêter à deux exemples qui peuvent nous montrer le remarquable usage que le poète italien fait de ce qui est, pour les médiévaux, la démonstration la plus puissante. Parmi les très nombreux exemples, celui du 3e livre de la Monarchia
est sans doute le plus significatif. L'importance capitale de ce texte, où Dante veut réfuter la doctrine de la plénitude de puissance pontificale, est bien connue. Or, il est significatif que l'Alighieri veuille non seulement démontrer que ses adversaires sont de piètres exégètes de la Bible, mais surtout qu'ils ne savent pas argumenter, plus exactement, qu'ils sont incapables de former un syllogisme correct. Au début de la grande série d'arguments, il donne une indication méthodique, le texte 25. Pour réfuter ce raisonnement et d'autres qu'ils peuvent tenir, il faut d'abord noter que, selon ce que Aristote aime à affirmer dans les livres qu'il consacre aux sophistes, réfuter un argument signifie en manifester l'erreur. Et puisque l'erreur peut se manifester aussi bien dans la matière que dans la forme de l'argumentation, il arrive que l'on se trompe de deux façons, c'est-à-dire en posant une prémisse fausse ou bien en raisonnant de manière fautive. L'erreur concernant la forme, donc la justesse du syllogisme, nous intéresse ici plus que ce que Dante appelle l'erreur dans la matière et qui consiste dans des prémisses fausses. Pour assister à une réfutation dantesque, on pourrait évoquer la fin du chapitre 4, où Dante reproche à l'adversaire que le prédicat de la conclusion n'est pas le terme extrême de la prémisse majeure comme il se doit. Observons plutôt le chapitre 7, à propos d'un argument de l'adversaire tiré de Matthieu, chapitre 2. Ici, Dante expose d'abord l'argument de l'opposant sous forme syllogistique avant de montrer son erreur. Votre texte 26. Voici comment ils procèdent dans leur syllogisme. Dieu est le Seigneur des choses spirituelles et temporelles. Le souverain pontife est le vicaire du Christ. Par conséquent, il est le Seigneur des choses spirituelles et temporelles. Or, l'une et l'autre proposition sont vraies, mais le moyen terme change et on argumente en se fondant sur 4 termes. Ce faisant, on ne respecte pas la démarche du syllogisme, comme on le voit bien dans les analytiques premiers. Tu non pensavi qu'io loico fossi. Tu ne pensais pas que je suis logicien, dit Dante, dans l'enfer un diable. Dans toute la monarchie, il veut en donner la preuve. Mais ce n'est pas cet aspect qui nous intéresse, mais plutôt sa conviction que la raison humaine peut établir des raisonnements rigoureux et contraignants. L'immense portée de cette conviction, je voudrais la mettre en évidence par un passage de la Commedia que l'on peut considérer comme une des clés de compréhension de toute l'œuvre dantesque.